La fille du son a été renvoyée à cause d'un micro défectueux, mais le millionnaire a vu le ruban décoratif attaché dessus. C'était le même que sa fille portait dans les cheveux avant de disparaître il y a 17 ans. Clara Vasseur ajusta nerveusement la bretelle de son sac à dos en contemplant l'imposante façade de verre du groupe Aurore Télévision. Les lettres dorées brillent sous le soleil matinal de Paris, et elle se sent minuscule face à ce temple de l'information française. À 25 ans, c'est la première fois qu'elle pénètre dans un monde aussi prestigieux. Ses doigts effleurent machinalement la fine fita de satin bleu turquoise nouée autour de son poignet gauche. Ce petit bout de tissu qui ne l'a jamais quittée depuis aussi loin qu'elle s'en souvienne. « Allez Clara, tu peux y arriver », murmure-t-elle en poussant les portes tournantes. Le hall d'accueil la coupe presque le souffle. Du marbre blanc partout, des écrans plasma diffusant en continu les programmes de la chaîne, et cette agitation constante de journalistes, techniciens et cadres en costume qui semblent à tous savoir exactement où ils vont, Clara présente sa convocation à l'hôtesse d'accueil, une blonde impeccable qui lui tend un badge visiteur sans même lever les yeux de son écran. Ascenseur B, 3e étage. Bureau de Madame Dubois, débite-t-elle d'un ton blasé. Dans l'ascenseur, Clara observe son reflet dans le miroir, ses cheveux châtains tirés en queue de cheval, son jean propre mais pas de marque, son pull noir simple. Elle détonne complètement avec l'élégance ambiante. Pourtant, elle a décroché ce poste grâce au programme d'insertion sociale de l'entreprise, et elle compte bien prouver qu'elle le mérite. Le 3e étage bourdonne d'activités, des câbles serpentent partout, des techniciens s'affairent autour d'équipements sophistiqués, et l'odeur particulière des studios, mélange d'électronique et de tension, envahit ses narines. Clara a toujours adoré cette ambiance. Depuis ses premiers stages dans une petite radio lyonnaise, « Vous devez être la nouvelle », lance une voix sèche derrière elle. Clara se retourne et se trouve face à une femme d'une 40aine d'années, impeccablement vêtue d'un tailleur gris anthracite. Ses cheveux noirs sont coupés au carré, et son regard bleu acier semble la jauger de la tête aux pieds. Claire Dubois, productrice exécutive, a cette assurance glaciale des femmes qui ont dû se battre pour s'imposer dans un milieu d'hommes. « Clara Vasseur, enchantée madame », répond Clara en tendant la main. Claire l'ignore et se contente d'un hochement de tête minimal. « Suivez-moi, je vais vous présenter l'équipe technique. J'espère que vous êtes plus compétente que votre prédécesseur. » Elle traverse un dédale de couloirs, aux murs tapissés d'affiches d'émissions célèbres. Claire marche d'un pas vif, ses talons claquant sur le sol, et Clara doit presser le pas pour la suivre. Elles arrivent finalement dans une vaste régie technique, où s'activent une dizaine de personnes devant des consoles bardées de boutons, d'écrans et de voyants lumineux. « Voici votre nouveau terrain de jeu », annonce Claire d'un ton qui ne cache pas son scepticisme. « Michel, venez par ici. » Un homme bedonnant d'une 50aine d'années s'approche. Un casque audio autour du cou et une expression bienveillante sur le visage. Michel Rousseau, chef technique, se présente-t-il en serrant chaleureusement la main de Clara. « Alors, c'est vous notre nouvelle perle rare ?» L'ironie légère de Claire n'échappe pas à Clara, mais Michel semble sincèrement ravi de l'accueillir. « J'ai hâte de travailler avec vous », répond Clara avec un sourire authentique. Pendant que Michel lui fait visiter les installations, Clara ne peut s'empêcher de sentir des regards posés sur elle. Certains techniciens la saluent politèrement, d'autres l'ignorent. Elle comprend qu'elle va devoir faire ses preuves dans ce milieu où la moindre erreur peut coûter cher. Cette console gère tout l'audio de l'émission phare, explique Michel en désignant un impressionnant tableau de bord. 24 micros différents, les retours casques, la diffusion antenne, c'est du matériel ultra sensible, un faux mouvement et c'est la catastrophe non directe. Clara hoche la tête. Fascinée, elle a étudié ce type d'équipement pendant sa formation, mais n'en avait jamais vu d'aussi sophistiqué. Au 10e étage, dans son bureau aux baies vitrées, offrant une vue panoramique sur Paris, Henri Lemoine observe les va-et-vient dans les couloirs. À 52 ans, cet homme aux tempes grisonnantes dégage une autorité naturelle tempérée par une mélancolie profonde. Son costume anthracite impeccable et sa cravate de soie bleue ne parviennent pas à masquer cette tristesse qui semble ancrée en lui depuis des années. Il tient à la main un dossier qu'il ne lit pas vraiment. Son esprit vagabonde, comme souvent, vers ce jour fatidique d'il y a 17 ans, le parc de la Tête d'Or à Lyon, les canards sur le lac, et Zoé qui courait partout avec sa robe préférée et cette petite fita bleu turquoise qu'il avait rapportée d'une boutique de la rue du président Édouard Herriot,
Elle était si heureuse ce jour-là. Un coup discret à la porte interrompt sa rêverie. « Entrez !» dit-il en reposant le dossier. Damien Laurent pénètre dans le bureau avec cette élégance décontractée qui le caractérise. À 40 ans, cet avocat brillant est devenu bien plus qu'un simple conseiller juridique. C'est le bras droit d'Henri, celui en qui il a appris à faire confiance après tant d'années de collaboration fructueuse. « Henri, j'ai reçu les derniers rapports des investigateurs », annonce Damien en s'installant dans le fauteuil en cuir face au bureau. Toujours rien de concret. Henri soupire. Combien de rapports similaires a-t-il reçus au fil des années? Combien de pistes qui ne menaient nulle part? Je sais que c'est difficile. Poursuit Damien d'une voix douce. Mais peut-être que... Non, coupe Henri fermement. Je ne renoncerai jamais. Damien hoche la tête, compréhensif. Il connaît cette détermination chez Henri, cette obsession qu'il a construit autant qu'elle l'a détruit. Depuis le bureau, on peut apercevoir l'agitation du 3e étage où la nouvelle recrue découvre son environnement de travail. « À propos, » dit Damien en suivant le regard d'Henri, « nous avons recruté une nouvelle technicienne, programme d'insertion sociale, une certaine Clara Vasseur. » Henri hausse les épaules. Les détails du personnel technique l'intéressent peu, même s'il sait que chaque employé contribue à la réputation d'excellence de sa chaîne. De retour au 3e étage, Clara termine sa première journée d'intégration. Michel lui a présenté tous les membres de l'équipe, expliqué les procédures de sécurité et les protocoles d'urgence. Sa tête bourdonne d'informations nouvelles, mais elle se sent déjà à sa place dans cet univers technique complexe. « Demain, vous commencez pour de bon », lui dit Michel en la raccompagnant vers les ascenseurs. Émission en direct à 20h, baptême du feu. Clara sourit, mélange d'excitation et d'appréhension. En attendant l'ascenseur, elle remarque que plusieurs personnes observent discrètement sa fita bleue turquoise. Ce petit détail qui fait partie d'elle depuis si longtemps attire décidément l'attention dans ce monde policé, dans l'ascenseur qui la redescend vers le hall. Clara repense à cette journée. Tout lui semble encore irréel. Elle, l'orpheline du centre Saint-Jude, travaille maintenant dans la plus prestigieuse chaîne de télévision française. Sœur Hélène serait si fière d'elle. En sortant du bâtiment, elle lève les yeux vers les étages supérieurs et aperçoit furtivement une silhouette masculine derrière une baie vitrée du 10e étage. L'homme semble la regarder, mais à cette distance, elle ne peut distinguer ses traits. Un frisson inexplicable la parcourt. Le métro la ramène vers sa modeste vie, loin du luxe et de l'agitation du groupe Aurore. Demain sera un autre jour, sa première vraie journée de travail. Elle ne se doute pas que cette fita qu'elle porte innocemment au poignet va bientôt bouleverser 2 destins et révéler des secrets enfouis depuis 17 ans. Le RER-B cahote doucement vers la banlieue parisienne et Clara appuie sa tête contre la vitre froide. Les lumières de la ville défilent dans la nuit tombante, créant des reflets mouvants sur son visage fatigué. Sa première journée au groupe Aurore lui semble déjà lointaine, comme un rêve qu'elle aurait fait. Ses doigts jouent machinalement avec sa fita bleue turquoise. Ce geste apaisant qu'elle répète depuis l'enfance. La station Châtelet-Les-Halles annonce sa correspondance. Clara se lève, bousculée par la foule de banlieusards pressés de rentrer chez eux. Dans le métro bondé, elle ferme les yeux et laisse son esprit vagabonder. Parfois, dans ces moments de flottement, des images étranges lui viennent, des flashs si brefs qu'elle n'arrive jamais à les saisir vraiment. Un homme en costume qui crie, des canards sur un lac, une voix qui l'appelle. Terminus, tout le monde descend. La voix du conducteur la tire de sa rêverie. Elle est arrivée à Créteil-Préfecture, sa station. Le quartier n'a rien de glamour comparé aux beaux arrondissements parisiens. Mais c'est chez elle. Les tours d'habitation se dressent dans la nuit, ponctuées de fenêtres éclairées derrière lesquelles se cachent 1000 vies différentes. L'immeuble de Clara est un petit collectif des années 70. Sans prétention mais bien entretenu, elle gravit les 3 étages jusqu'à l'appartement qu'elle partage avec Monique Laurent depuis qu'elle a quitté le foyer à 18 ans. L'odeur familière de pot-au-feu l'accueille dès qu'elle ouvre la porte. « Clara, ma chérie, tu es rentrée », lance Monique depuis la cuisine. À 70 ans, Monique Laurent garde une énergie remarquable, malgré ses 40 années passées comme infirmière à l'hôpital général de la Croix-Rousse à Lyon. Ses cheveux blancs soigneusement coiffés et ses yeux bleus pétillants lui donnent l'air d'une grand-mère bienveillante. Ce qu'elle est devenue pour Clara au fil des années. « Ça sent divinement bon », dit Clara en l'embrassant sur les joues. « Comment s'est passée ta journée ?»« Oh, la routine.
J'ai fait les courses, un peu de ménage, et j'ai regardé ton émission à la télé en me disant que ma petite Clara travaille maintenant dans ce monde-là. Clara sourit. Monique a cette façon touchante de la traiter comme sa propre fille. Alors qu'elles ne se connaissent que depuis 7 ans, quand Clara a quitté le centre Saint-Jude, sœur Hélène lui avait donné l'adresse de Monique, une femme de confiance qui pourrait l'aider à s'installer. Cette rencontre avait changé sa vie. « Raconte-moi tout », insiste Monique en servant le dîner. « Comment sont tes collègues et ton patron ?» Clara s'installe à la petite table de la cuisine et commence à raconter sa journée. Elle décrit Michel, si bienveillant, et Claire Dubois, nettement moins chaleureuse. Elle parle des équipements sophistiqués, de l'effervescence des studios, de cette impression grisante d'être au cœur de l'information française. Mais elle remarque que Monique semble distraite. La vieille dame hoche la tête au bon moment, pose les bonnes questions, mais son regard se perd parfois, et ses mains tremblent légèrement quand Clara mentionne le nom de l'entreprise. « Monique, ça va? Tu as l'air préoccupée. »« Moi? Non. Tout va bien, ma chérie. C'est juste que... » Elle hésite, puis se reprend. « Je suis si fière de toi. Tu as tellement grandi depuis que tu es arrivée ici. » Clara sourit avec tendresse. Monique a toujours eu cette façon de détourner la conversation quand quelque chose la dérange. Elle n'insiste pas. Elle connaît assez sa logueuse pour savoir qu'elle parlera quand elle sera prête. Après le dîner, Clara s'installe dans sa chambre pour préparer sa journée du lendemain. La pièce est petite mais douillette, avec des meubles chinés dans les brocantes et quelques photos du centre Saint-Jude. Sur sa table de nuit trône une image de sœur Hélène, cette femme extraordinaire qu'il a élevée avec tant d'amour. En se déshabillant, Clara attrape machinalement sa fita pour la dénouer, comme elle le fait chaque soir. Mais ce geste quotidien déclenche quelque chose d'inattendu. Une image fulgurante traverse son esprit. Des mains d'homme aux ongles soignés qui nouent délicatement la même fita dans ses cheveux d'enfant. Une voix grave et douce qui murmure « Ma petite Zoé, tu es la plus belle princesse du monde. » Clara chancelle et s'assoit lourdement sur son lit. Zoé, ce prénom ne lui dit rien. Et pourtant, il résonne en elle avec une familiarité troublante. Elle ferme les yeux, essayant de retrouver l'image. Mais c'est trop tard, comme toujours. Le flash s'est évanoui aussi vite qu'il est apparu. Ces épisodes l'inquiètent depuis l'adolescence. Sœur Hélène lui avait expliqué qu'elle souffrait d'amnésie partielle due au traumatisme de l'abandon. Tes parents t'ont laissé à notre porte quand tu avais 8 ans. Complètement désorientée, tu ne parlais que très peu et tu ne te souvenais de rien. Le médecin a dit que c'était un mécanisme de défense de ton cerveau. Mais Clara a toujours eu le sentiment que cette explication ne collait pas complètement. Ces fragments de souvenirs qui lui reviennent parfois semblent trop précis, trop émotionnels pour être des inventions de son imagination. Elle va se coucher, mais le sommeil tarde à venir. Allongée dans l'obscurité, elle écoute les bruits familiers de l'immeuble, la télévision des voisins du dessus, les pas dans l'escalier, le ronronnement de l'ascenseur. Dans la chambre d'à côté, elle entend Monique parler au téléphone à voix basse. C'est inhabituel. La vieille dame se couche généralement tôt et ne téléphone jamais le soir. Je te dis que c'est elle. Impossible que ce soit une coïncidence. Non, elle ne se souvient de rien. Mais cette fita, Damien, cette maudite fita. Clara tend l'oreille. Damien? Elle ne connaît aucun Damien dans l'entourage de Monique. Et pourquoi sa logueuse parle-t-elle de sa fita avec cette angoisse dans la voix? Tu aurais dû me prévenir qu'elle travaillerait là-bas. Si jamais il la voit, après tout ce temps, la conversation s'arrête brusquement. Clara entend Monique raccrocher et faire les 100 pas dans sa chambre. Elle a envie d'aller la voir, de lui demander des explications, mais quelque chose la retient. Cette conversation lui donne la chair de poule sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Le lendemain matin, Clara se réveille en sursaut. Elle a encore fait ce cauchemar récurrent. Elle court dans un parc, poursuivie par une ombre menaçante, et une voix masculine crie son nom avec désespoir. Mais cette fois, il y a un détail nouveau. Elle entend distinctement le bruit de l'eau et voit des canards s'envoler, effrayés, au petit déjeuner. Monique semble avoir retrouvé sa bonne humeur habituelle, mais Clara remarque les cernes sous ses yeux. La vieille dame a visiblement mal dormi. « Tu vas bien ?» demande Clara en beurrant ses tartines. « Très bien, ma chérie. Et toi ? Tu as l'air fatiguée. J'ai encore fait des rêves bizarres. » Le visage de Monique se crispe imperceptiblement. « Quel genre de rêve ?» Clara hésite. Elle n'a jamais vraiment parlé de ses cauchemars à Monique, ne voulant pas l'inquiéter. Mais aujourd'hui,
Elle ressent le besoin de se confier. Je cours dans un parc avec un lac. Il y a des canards partout. Et quelqu'un crie mon nom. Mais ce n'est pas vraiment mon nom. C'est comme si on m'appelait autrement. Monique renverse sa tasse de café. Le liquide brûlant se répand sur la table. Et elle se précipite pour éponger. « Excuse-moi, je suis si maladroite ce matin. » Mais Clara a vu ses mains trembler. Ce n'est pas de la maladresse. C'est de la peur, en partant travailler. Clara jette un dernier regard à Monique, qui range obsessionnellement la cuisine déjà impeccable. Elle aimerait rester, creuser cette conversation, comprendre pourquoi ses rêves semblent terrifier sa logueuse. Mais elle ne peut pas se permettre d'arriver en retard le 2e jour, dans le métro qui l'emmène vers sa nouvelle vie. Clara observe son reflet dans la vitre, cette fita bleue turquoise qui ne l'a jamais quittée, ses rêves récurrents, ses flashs de mémoire, et maintenant cette conversation nocturne inquiétante. Tout semble connecté d'une façon qu'elle ne comprend pas encore, au groupe Aurore Télévision. Une journée cruciale l'attend. Elle ne se doute pas que les fragments de son passé vont bientôt ressurgir de la manière la plus inattendue, dans son bureau feutré du cabinet Laurent & Associés, avenue Montaigne. Damien Laurent examine méthodiquement les dossiers éparpillés sur son imposant bureau d'acajou. À 40 ans, cet homme élégant aux cheveux poivre et cils parfaitement coiffés incarne la réussite parisienne. Son costume sur mesure, sa montre Rolex et ses boutons de manchette en or témoignent d'une ascension sociale remarquable pour le fils d'une simple infirmière lyonnaise. Pourtant, ce matin, Damien n'arrive pas à se concentrer sur les contrats qui l'attendent. Le coup de téléphone affolé de sa mère la veille au soir l'a profondément perturbé. Clara Vasseur, ce nom résonne en lui, avec une familiarité troublante qu'il ne parvient pas à identifier clairement. Son téléphone sonne, Henri Lemoine à l'appareil. « Damien, j'aimerais qu'on se voie ce matin. J'ai besoin de votre avis sur le nouveau contrat avec TF1. » « Bien sûr, Henri. Je passe au groupe Aurore dans 1 heure. »« Parfait. Mon bureau. Comme d'habitude. » Damien raccroche et contemple Paris depuis sa fenêtre. 17 ans qu'il collabore avec Henri Lemoine. 17 ans qu'il a bâti sa fortune sur cette relation privilégiée. Tout avait commencé par un coup de téléphone audacieux, à un moment où Henri sombrait dans le désespoir. Flashback. Lyon. Octobre 2008. Damien avait 23 ans et finissait tout juste son stage dans un petit cabinet lyonnais spécialisé en droit pénal, quand l'affaire Lemoine avait éclaté dans la presse locale. La disparition mystérieuse de Zoé, la fille du magnate des médias, faisait la une de tous les journaux. L'enquête piétinait, et Henri Lemoine multipliait les appels à témoins et les récompenses. Le jeune Damien, ambitieux et déterminé à se faire un nom, avait vu là une opportunité en or. Il avait contacté Henri directement, se présentant comme un avocat spécialisé dans les affaires de disparition d'enfants. Un mensonge éhonté, mais prononcé avec une assurance qui avait convaincu l'homme désespéré. « Monsieur Lemoine, je peux vous aider à retrouver votre fille. J'ai des contacts dans la police, des méthodes particulières. Laissez-moi me joindre à vos équipes. » Henri, prêt à saisir n'importe quelle planche de salut, l'avait engagé immédiatement. Damien avait alors commencé un double jeu magistral. Tout en prétendant aider aux recherches, il orientait subtilement les investigations vers de fausses pistes, éloignant systématiquement les enquêteurs de la vérité qu'il connaissait si bien. Il proposait des théories plausibles, enlèvement par un inconnu, fuite organisée, accident suivi d'une amnésie, toujours avec cette autorité et cette compassion qui rendirent ses mensonges crédibles. Henri, reconnaissant de ce soutien dans les moments les plus sombres de sa vie, avait rapidement fait de Damien son homme de confiance. Au fil des années, Damien était devenu indispensable. Conseiller juridique, confident, presque un fils adoptif pour Henri qui n'avait plus personne. Il avait habilement consolidé sa position, créant son propre cabinet, se constituant une clientèle prestigieuse grâce aux recommandations d'Henri. Sa réussite professionnelle était entièrement bâtie sur ce mensonge initial. Mais le plus pervers dans cette histoire, c'est que Damien avait fini par se convaincre qu'il aidait vraiment Henri. En l'éloignant de la vérité, il lui évitait une souffrance encore plus grande. Car que se serait-il passé si Henri avait découvert que sa fille avait survécu mais avec une amnésie totale, qu'elle vivait à quelques kilomètres de lui, dans un orphelinat, sans aucun souvenir de son père? N'était-ce pas plus cruel encore? Damien s'était persuadé qu'en cachant la vérité, il protégeait tout le monde, Henri de la culpabilité, Clara d'un passé traumatisant, et lui-même d'une destruction certaine. 1 heure plus tard,
Damien pousse les portes du groupe Aurore Télévision. Le hall d'accueil le connaît bien. Voilà 17 ans qu'il vient ici régulièrement. L'hôtesse lui adresse son sourire habituel et il monte directement au 10e étage sans même prendre de badge. Henri l'accueille dans son bureau avec cette poignée de main ferme qui caractérise leur relation professionnelle. Les deux hommes s'installent dans le coin salon, face à la vue panoramique sur Paris. « Alors, ce contrat TF1 ?» demande Damien en ouvrant sa mallette. Mais Henri semble distrait. Il contemple les étages inférieurs à travers la baie vitrée, perdu dans ses pensées. « Henri, quelque chose vous préoccupe. » « Vous savez, Damien, parfois je me demande si je ne devrais pas arrêter toutes ces recherches. Zoé aurait 25 ans maintenant. Si elle était vivante, elle serait peut-être mariée, avec des enfants. » Le cœur de Damien s'accélère. Ces moments de découragement d'Henri sont les plus dangereux. C'est quand il baisse sa garde qu'il risque de prendre des décisions imprévisibles. « Henri, vous ne pouvez pas abandonner maintenant. Elle est quelque part. J'en suis certain. Mes contacts dans la police me confirment que l'enquête progresse. Un mensonge de plus. Il n'y a plus d'enquête active depuis des années. Vous avez peut-être raison. C'est juste que voir tous ces jeunes dans l'entreprise me rappelle sans cesse l'âge qu'elle aurait. Tenez, nous venons d'embaucher une nouvelle technicienne, 25 ans, comme Zoé. » Damien manque de s'étrangler avec son café. Une nouvelle technicienne. Oui, Clara quelque chose. Vasseur, je crois. Programme d'insertion sociale. Michel Rousseau m'en a parlé hier. Une fille courageuse. Paraît-il, orpheline, élevée dans un centre à Lyon. Le monde de Damien vacille. Lyon, orpheline, 25 ans, Clara Vasseur, tous les éléments convergent vers une vérité qu'il a passé 17 ans à enfouir. « Vous l'avez rencontrée ?» demande-t-il en s'efforçant de garder un ton neutre. « Non. Pourquoi ? Elle travaille 3 étages plus bas. Je ne descends jamais dans les services techniques. » Damien respire un peu mieux, mais il faut qu'il voie cette Clara Vasseur de ses propres yeux, qu'il s'assure que ses craintes sont infondées. Car s'il s'agit vraiment de la petite Zoé, à propos Henri, j'aimerais faire un tour des installations. Histoire de me familiariser avec les nouvelles technologies, cela m'aiderait pour les contrats d'équipement. Excellente idée, je demande à Michel de vous faire visiter. Ce ne sera pas nécessaire. Une visite informelle me suffira. 1 heure plus tard, après avoir réglé les questions juridiques avec Henri, Damien descend discrètement au 3e étage. Les couloirs bourdonnent d'activité. L'émission du soir se prépare et les techniciens s'affairent autour des équipements. Il repère facilement Clara. Elle est penchée sur une console audio, concentrée sur les réglages, et Damien sent ses jambes se dérober sous lui, même de profil, même avec 17 ans de plus. Il la reconnaît immédiatement, les traits du visage, la façon de pencher la tête quand elle se concentre, et surtout, la fita bleu turquoise à son poignet, cette fita qu'il avait vue sur elle le jour de l'accident. Cette fita qu'Henri avait achetée dans une boutique lyonnaise et qu'il avait nouée dans les cheveux de sa fille le matin même, cette fita qui était restée serrée dans la main de la petite inconsciente quand il l'avait portée jusqu'à l'hôpital où travaillait sa mère. Damien s'appuie contre le mur, le souffle coupé. 17 ans qu'il croit avoir réussi à enterrer cette histoire. Et voilà que le destin lui ramène sa plus grande erreur sur un plateau d'argent. Clara, Zoé, travaille maintenant dans l'entreprise de son père. À quelques mètres seulement de lui, il observe la jeune femme qui vérifie méticuleusement chaque connexion, chaque réglage. Elle a l'air épanouie, concentrée, heureuse même, une vie normale, construite loin des traumatismes du passé. N'est-ce pas exactement ce qu'il souhaitait pour elle? Mais que se passera-t-il si Henri la croise? Si quelque chose, un geste, une expression, cette maudite fita, réveille ses souvenirs. Damien connaît assez Henri pour savoir qu'il ne laissera rien passer. L'homme a passé 17 ans à chercher sa fille avec l'obstination d'un possédé. « Monsieur Laurent, que faites-vous ici ?» Michel Rousseau vient d'apparaître à ses côtés, l'air surpris de voir l'avocat dans les services techniques. « Oh Michel, Henri m'a parlé de vos nouvelles installations. Je voulais jeter un coup d'œil. » « Avec plaisir. Laissez-moi vous faire visiter et je vous présenterai notre nouvelle recrue, Clara. Venez par ici. » Damien voudrait s'enfuir, mais il est trop tard. Clara s'approche, souriante, et lui tend la main. Quand leurs regards se croisent, Damien scrute attentivement ses yeux, cherchant un signe de reconnaissance. Mais il n'y a rien. Clara le regarde comme n'importe quel inconnu.
Clara Vasseur. Enchanté, monsieur. Damien Laurent, conseiller juridique de monsieur Lemoine. Il serre cette main qu'il a vue si petite et si fragile dans la sienne 17 ans plus tôt. Clara sourit poliment et retourne à son travail, sans se douter qu'elle vient de croiser l'homme qui a changé le cours de sa vie. Ce soir-là, dans son appartement parisien, Damien fait les 100 pas en réfléchissant à cette situation explosive. Il faut qu'il trouve un moyen d'éloigner Clara du groupe Aurore avant qu'Henri ne la remarque. Mais comment faire sans éveiller les soupçons? Il décroche son téléphone et compose le numéro de sa mère. « Maman, c'est Damien, il faut qu'on parle. » Le réveil de Clara sonne à 6 heures du matin. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour de la grande interview exclusive avec le président de la République. Toute l'équipe du groupe Aurore Télévision est sur les dents depuis une semaine. Et Clara sent l'adrénaline couler dans ses veines en pensant à l'enjeu de cette transmission. Elle prend sa douche rapidement, s'habille de son jean le plus propre et d'un pull noir sobre dans la glace de la salle de bain. Elle ajuste sa fita bleue turquoise autour de son poignet. Ce geste matinal qui la rassure toujours. Aujourd'hui plus que jamais. Elle a besoin de ce petit talisman. Dans la cuisine, Monique a préparé un petit déjeuner copieux. « Il faut que tu prennes des forces, ma chérie. Michel m'a dit hier que c'était un grand jour pour toi. » Clara sourit. Monique et Michel se sont rencontrés lors d'une soirée du personnel et depuis, le chef technique prend régulièrement des nouvelles de sa petite protégée auprès de la vieille dame. « Je suis tellement nerveuse, Monique, et si je fais une erreur, si le matériel tombe en panne à cause de moi, et allons donc, tu es la technicienne la plus consciencieuse que je connaisse. Tu vas très bien t'en sortir. » Mais Clara remarque que Monique évite son regard. Depuis 3 jours, sa logueuse semble préoccupée, distante même. Elle a surpris plusieurs conversations téléphoniques à voix basse. Toujours avec ce mystérieux Damien dont elle ignore tout, le métro vers Paris est bondé. Mais Clara ne voit rien de l'agitation matinale. Elle révise mentalement tous les protocoles, toutes les procédures d'urgence que Michel lui a enseignées. Cette interview représente un enjeu énorme pour la chaîne. Un scoop exclusif qui va être retransmis dans toute l'Europe. Aucune erreur n'est permise. Arrivée au groupe Aurore, Clara découvre un bâtiment en effervescence. Des camions de régie stationnent devant l'entrée, des techniciens transportent du matériel supplémentaire, et dans le hall, elle croise plusieurs journalistes qu'elle reconnaît pour les avoir vus à la télévision. « Clara, par ici ?» Michel lui fait signe depuis les ascenseurs. « On a du pain sur la planche aujourd'hui. Au 3e étage, c'est un véritable ballet orchestré. Les éclairagistes ajustent leurs projecteurs, les caméramens testent leurs angles. Et au centre de cette agitation contrôlée, Clara aperçoit le célèbre plateau de l'émission phare, avec ses fauteuils en cuir rouge et son décor design. « Bon, Clara, aujourd'hui c'est votre baptême du feu », déclare Michel en l'emmenant vers la régie audio. « Vous allez gérer toute la partie son de l'interview, 24 micros différents, les retours casques pour l'équipe, et surtout, le micro principal du président. Un seul mot d'ordre. La perfection. » Clara hoche la tête, la gorge sèche. Michel lui montre une dernière fois tous les réglages, tous les boutons de secours, toutes les procédures d'urgence. Elle prend des notes frénétiquement, même si elle connaît déjà tout par cœur. À 9h, Claire Dubois fait irruption dans la régie technique. Impeccable dans son tailleur blanc, mais les traits tendus par le stress. « Où en êtes-vous ? L'équipe du président arrive dans 2 heures pour les derniers tests. Je ne veux aucune surprise, aucun imprévu. Cette transmission doit être parfaite. » Son regard se pose sur Clara avec une sévérité particulière. « J'espère que vous êtes à la hauteur, mademoiselle Vasseur. Cette émission vaut plusieurs millions d'euros de contrats publicitaires. » Clara sent la pression monter d'un cran. Claire n'a jamais caché ses réticences concernant cette recrue, venue de nulle part. Aujourd'hui, la moindre erreur lui donnerait l'excuse parfaite pour se débarrasser d'elle. Pendant les 2 heures suivantes, Clara vérifie et revérifie chaque connexion, chaque réglage, chaque micro. Elle teste les niveaux, ajuste les égaliseurs, s'assure que chaque voix sera parfaitement audible. Ses mains sont moites, mais elle ne tremble pas, elle est dans son élément. À 11h. L'équipe présidentielle arrive, garde du corps, conseiller en communication, technicien de l'Élysée. Tout un cortège envahit les studios. Clara observe discrètement le ballet protocolaire depuis sa régie, fascinée par cette mécanique bien huilée du pouvoir. Les derniers tests sont concluants. Tout fonctionne parfaitement. Michel lui tape sur l'épaule avec un sourire confiant. « Excellent travail, Clara.
Maintenant, on n'y touche plus. À 14h, c'est parti pour le direct. Au 10e étage, Henri Lemoine observe l'agitation depuis son bureau. Cette interview représente un coup de maître pour sa chaîne. Un accord exclusif négocié pendant des mois. Il a invité quelques annonceurs prestigieux à assister à la transmission depuis sa suite privée. L'enjeu financier est considérable. Damien est à ses côtés, apparemment concentré sur ses dossiers, mais son esprit vagabonde. Depuis qu'il a identifié Clara 3 jours plus tôt, il n'arrive plus à se concentrer sur rien. Il a appelé sa mère plusieurs fois, lui demandant de convaincre Clara de quitter son emploi, d'invoquer n'importe quel prétexte, mais Monique refuse catégoriquement. « Tu as déjà fait assez de dégâts comme ça, Damien. Cette petite a enfin trouvé sa place. Je ne la ferai pas fuir pour couvrir tes erreurs. »« Maman, vous ne comprenez pas. Si Henri la reconnaît... » »« Comment veux-tu qu'il la reconnaisse ? Elle avait 8 ans, et puis, elle ne se souvient de rien. » Mais Damien connaît Henri. Cet homme a passé 17 ans à chercher sa fille avec une obsession maladive. Il connaît par cœur chaque détail physique de Zoé, chaque particularité, et cette fita, 14h, dans la régie principale, Claire Dubois compte les dernières secondes avant le direct. L'équipe technique est à son poste, les caméras sont en position, et dans le salon d'honneur du 10e étage, Henri accueille ses invités prestigieux. Antenne dans 10 secondes. Annonce le réalisateur. Clara vérifie une dernière fois ses niveaux. Tout est parfait. Le générique de l'émission se lance. Et la voix du présentateur vedette remplit les studios. Bonsoir et bienvenue dans cette édition exceptionnelle. Nous recevons ce soir en exclusivité le président de la République pour un entretien sans concession sur les grands enjeux de notre époque. L'interview commence brillamment. Le président, à l'aise face aux caméras, développe ses arguments avec charisme. Clara suit chaque échange sur ses écrans de contrôle, ajustant imperceptiblement les niveaux pour optimiser le rendu sonore. Elle est dans sa bulle, concentrée, efficace. 40 minutes se sont écoulées sans incident. L'interview touche à sa fin quand le journaliste pose la question qui fâche, celle que tout le monde attend. « Monsieur le Président, que répondez-vous à vos détracteurs qui vous accusent de... » Et là, l'impensable se produit. Le micro principal du président grésille, puis se coupe complètement. Un silence de mort s'abat sur le plateau. Des millions de téléspectateurs n'entendent plus rien. Dans la régie, c'est la panique. Claire Dubois hurle ses ordres, le réalisateur s'affole, et Clara sent son sang se glacer. Le micro principal, celui qu'elle a vérifié 10 fois, vient de lâcher au pire moment. « Merde, Clara, faites quelque chose !» crie Michel. Clara se précipite vers la baie technique où sont stockés les équipements de secours. Ses mains tremblent maintenant, et cette fita autour de son poignet semble soudain l'encombrer. Elle attrape un micro de remplacement et tente de le connecter rapidement. Mais dans sa précipitation, la fita se prend dans le velcro qui maintient les câbles. Elle tire dessus instinctivement, et le tissu satiné se déchire. La transmission audio saute complètement. L'écran de contrôle devient muet. 45 millions de téléspectateurs viennent de perdre le signal au moment le plus crucial de l'interview. « Coupez l'antenne !» hurle Claire. « Passez la page de mire. » Le désastre est total. Claire se retourne vers Clara, le visage déformé par la fureur. « Vous, qu'est-ce que vous avez fait ?» Clara, effondrée, tient dans sa main les restes de sa fita déchirée. Le petit bout de tissu bleu turquoise qui l'accompagnait depuis l'enfance est resté accroché dans le matériel défaillant. « J'ai essayé de réparer. Vous avez tous abordé. Cette transmission valait des millions. Vous êtes une incapable. » Devant toute l'équipe médusée et les caméras encore braquées, Claire Dubois explose de rage. « Vous êtes virée. Sortez d'ici immédiatement. Je ne veux plus jamais vous voir dans cette entreprise. » Clara ramasse ses affaires dans une petite boîte en carton, les larmes aux yeux. Michel tente d'intervenir, mais Claire est inflexible. En sortant, Clara ne remarque pas que sa fita était restée prisonnière des fils internes du micro défaillant. Dans le salon du 10e étage, Henri observe la débâcle avec une colère froide. Les contrats publicitaires vont être annulés, l'image de la chaîne est ternie, et tout ça à cause d'une incompétence technique. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Demande-t-il à Damien. Défaillance matérielle apparemment. Claire Dubois vient de licencier la responsable. Henri hoche la tête. Dans quelques heures, quand sa colère sera retombée, il descendra personnellement, examiner le matériel défaillant, comme il le fait toujours depuis la disparition de Zoé.
Henri Lemoine vérifie personnellement chaque dysfonctionnement de son entreprise. Il ne se doute pas que cette habitude va changer sa vie. 3 heures après le désastre de la transmission, Henri Lemoine arpente son bureau comme un fauve en cage. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Directeur de chaîne partenaire, annonceur furieux, journaliste en quête de déclaration. Sa secrétaire filtre les appels les plus urgents. Mais Henri n'écoute que d'une oreille distraite. Cette panne technique l'obsède, pas seulement à cause des conséquences financières, bien que celles-ci soient désastreuses, mais parce qu'elle réveille en lui cette manie du contrôle qui le caractérise depuis la disparition de Zoé. Depuis 17 ans, Henri Lemoine vérifie personnellement chaque dysfonctionnement de son entreprise, une obsession née de sa culpabilité. S'il avait mieux surveillé sa fille ce jour-là au parc, s'il avait été plus vigilant, Monsieur Lemoine, sa secrétaire passe la tête par la porte entrebâillée. Claire Dubois souhaite vous voir. Elle dit que c'est urgent. Faites-la entrer. Claire pénètre dans le bureau. Encore sous le choc des événements, son tailleur blanc impeccable contraste avec ses traits tirés et ses mains qui tremblent légèrement. Henri, je suis désolée. Cette catastrophe, c'est ma responsabilité. J'aurais dû mieux encadrer cette nouvelle recrue. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Claire se lance dans un récit détaillé de la panne, n'épargnant aucun détail sur l'incompétence supposée de Clara. Elle dépeint une jeune femme dépassée par les événements, paniquée, qui a aggravé la situation par ses tentatives de réparation maladroites. Je l'ai licenciée sur le champ, bien entendu, mais le mal est fait. Henri écoute sans broncher, mais quelque chose dans cette histoire ne colle pas. Michel Rousseau lui avait parlé de Clara en des termes élogieux. Une technicienne consciencieuse, méthodique, passionnée par son métier. Comment une telle personne peut-elle commettre une erreur aussi grossière? Cette Clara, vous savez d'où elle vient? Programme d'insertion sociale, orpheline élevée dans un centre à Lyon. Franchement, Henri, j'étais contre cette embauche dès le départ. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui pour des missions aussi cruciales. Lyon, le mot résonne dans l'esprit d'Henri comme un écho douloureux. Sa ville natale, là où tout a basculé il y a 17 ans. Bien, je veux examiner personnellement le matériel défaillant. Organiser ça avec Michel. Claire semble surprise. Henri n'est pas descendu dans les services techniques depuis des années. C'est vraiment nécessaire. Michel et son équipe peuvent très bien. J'ai dit que je voulais voir ce matériel. Le ton d'Henri ne souffre aucune contestation. Claire acquiesce et sort du bureau, laissant Henri seul avec ses pensées. 1 heure plus tard, Henri descend au 3e étage. L'ambiance y est pesante. L'équipe technique se remet difficilement du fiasco de l'après-midi. Michel l'accueille avec un mélange de respect et d'appréhension. « Monsieur Lemoine, c'est un honneur de vous recevoir ici. Mais vraiment, cette inspection n'est pas nécessaire. Nous avons déjà identifié le problème. Simple défaillance du connecteur principal. Montrez-moi quand même. » Michel le guide vers la baie technique où sont entreposés les équipements défaillants. Le micro responsable de la panne gît sur un établi, partiellement démonté pour analyse. « Voilà le coupable », dit Michel en désignant l'appareil. « Connectique défaillante, ça arrive parfois avec ces modèles haute sensibilité. » Henri s'approche et examine l'objet minutieusement. Ses doigts parcourent chaque élément. Chaque connexion, avec la précision d'un expert, cette manie du détail, il l'a développée au fil des ans. Scruter, analyser, ne rien laisser au hasard. Vous permettez que je regarde l'intérieur. Michel paraît embarrassé. Bien sûr, mais attention, c'est fragile. Henri saisit délicatement le micro et commence à dévisser le compartiment technique. Michel l'observe nerveusement. Il sait que ce micro contient encore des traces de l'incident, notamment les fragments de tissu qui se sont pris dans les connecteurs. Quand Henri ouvre le compartiment, ses mains se figent, là, entortillées dans les fils internes du micro, prisonnière des connecteurs dorés, se trouve une fita de satin bleu turquoise, un morceau de tissu d'environ 10 cm, déchiré manifestement lors de l'incident. Henri reste immobile, le souffle coupé. Cette couleur, ce tissu, cette texture soyeuse qu'il reconnaîtrait entre mille. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande-t-il d'une voix blanche. Michel se penche et aperçoit le morceau de tissu. Oh ça, c'est sans doute quelque chose qui s'est pris dans le matériel pendant la panne. Clara portait toujours un petit ruban au poignet. Il a dû se déchirer quand elle a essayé de réparer. Clara portait toujours un ruban au poignet.
Henri sort délicatement la fita des fils métalliques. Le tissu est doux, d'un bleu turquoise parfait, avec ce reflet nacré particulier qui le rend unique. Et là, presque invisible, brodé en fil doré sur l'une des extrémités, Henri distingue une petite couronne. Le logo de la boutique parisienne où il avait acheté cette fita pour Zoé, ses jambes vacillent. Michel tend la main pour le retenir. « Monsieur le moine, ça va, vous êtes tout pâle. » Mais Henri n'entend plus rien. Il contemple ce petit bout de tissu qui fait ressurgir en lui 17 ans de souvenirs refoulés. Flashback, Lyon, septembre 2008. « Papa, papa, regarde comme elle est belle. » Zoé court vers lui dans leur salon lyonnais. Les cheveux voltigeant derrière elle, Henri vient de rentrer d'un voyage d'affaires à Paris, et dans sa valise, il a rapporté cette petite surprise pour sa fille. Une fita bleu turquoise achetée dans une boutique de la rue du président Édouard Herriot. Elle est magnifique, ma princesse. Viens, je vais te la mettre. Henri s'agenouille devant sa fille et noue délicatement la fita dans ses cheveux châtains. Zoé pirouette devant le miroir, ravie de ce nouveau trésor. Je ne l'enlèverai jamais, papa, jamais. Le lendemain matin, pour leur sortie au parc de la Tête d'Or, Zoé insiste pour porter sa fita. Henri la noue une dernière fois dans ses cheveux. Sans savoir que ce sera le dernier geste tendre qu'il accomplira pour sa fille, Henri revient brutalement au présent. Sa main tremble en tenant la fita, et les larmes lui montent aux yeux. Cette fita, il en a acheté 2 identiques ce jour-là à Paris, une pour Zoé, et une autre qu'il garde précieusement dans son coffre-fort depuis 17 ans, espérant un jour pouvoir la lui rendre. « Monsieur le moine, vous voulez que j'appelle un médecin ?»« Non, non, ça va. » Henri reprend difficilement ses esprits. « Cette Clara, elle a quel âge ? 25 ans, je crois. Pourquoi ? 25 ans, l'âge qu'aurait Zoé aujourd'hui, et elle vient de Lyon ? Oui, élevée dans un orphelinat là-bas. Mais pourquoi toutes ces questions ? Henri ne répond pas. Il glisse précieusement la fita dans sa poche et remonte vers son bureau d'un pas vacillant. Dans l'ascenseur, il contemple Paris qui s'étend sous ses pieds. Quelque part dans cette ville, une jeune femme de 25 ans vient de perdre son emploi. Une jeune femme orpheline qui portait au poignet une fita identique à celle de sa fille disparue. De retour dans son bureau, Henri se dirige directement vers son coffre-fort. Il compose le code, la date de naissance de Zoé, et sort un petit écrin de velours bleu. À l'intérieur, soigneusement conservé, repose la seconde fita bleu turquoise, celle qu'il n'a jamais pu offrir à sa fille. Il place les 2 morceaux de tissu côte à côte sur son bureau. Ils sont rigoureusement identiques, même couleur, même texture, même broderie dorée presque invisible. Cette fita n'était pas un article de série. Henri l'avait fait fabriquer sur commande dans cette boutique parisienne, d'après un modèle unique choisi par Zoé dans un catalogue. Il n'existe que 2 exemplaires de cette fita au monde, et Henri en a désormais les 2 sous les yeux. Son cœur bat si fort qu'il a l'impression qu'il va exploser. Pendant 17 ans, il a cherché sa fille aux 4 coins de l'Europe, multiplié les enquêtes, les récompenses, les appels à témoins, et elle était là, à quelques étages de lui, travaillant dans sa propre entreprise. « Clara Vasseur », murmure-t-il. Il décroche son téléphone et compose le numéro des ressources humaines. « Ici Henri Lemoine. Je veux immédiatement le dossier complet de Clara Vasseur, adresse personnelle, référence, tout, et je le veux maintenant. » 20 minutes plus tard, Henri tient entre ses mains le maigre dossier de Clara, née le... La date ne correspond pas à celle de Zoé, mais Henri sait que les papiers d'identité peuvent être falsifiés, surtout pour un enfant trouvé. L'adresse, en revanche, le fait sursauter. Créteil. Mais avant cela, Lyon, et pas n'importe quel quartier de Lyon, la Croix-Rousse, exactement le secteur où se trouve le parc de la Tête d'Or. Henri contemple la fita déchirée sur son bureau. 17 ans d'attente, de recherche, de désespoir, et maintenant, cette évidence qui s'impose à lui avec la force d'une révélation. Sa fille est vivante, sa Zoé a grandi, elle est devenue Clara, et par un miracle du destin, elle a fini par revenir vers lui. Il faut qu'il la voie, il faut qu'il lui parle, il faut qu'il sache. Henri Lemoine, l'homme le plus puissant des médias français, pleure en silence dans son bureau, serrant contre lui une fita bleu turquoise qui vient de ressusciter son passé. Clara pousse la porte de son appartement à Créteil, les yeux encore rougis par les larmes. Dans ses mains, elle tient une petite boîte en carton contenant ses maigres affaires personnelles.
quelques photos, un carnet d'adresses, et cette plante verte que Michel lui avait offerte pour son premier jour, symbole dérisoire d'une carrière qui aura duré moins d'une semaine. « Ma chérie, c'est toi. » La voix inquiète de Monique résonne depuis la cuisine. Clara pose sa boîte dans l'entrée et rejoint sa logueuse. Monique, qui épluchait des légumes pour le dîner, s'arrête net en voyant l'expression dévastée de la jeune femme. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Clara s'effondre sur une chaise et raconte d'une voix brisée les événements de l'après-midi, la panne technique, la panique, sa fita qui se déchire dans l'équipement, et finalement cette humiliation publique devant toute l'équipe. Monique écoute en silence, mais ses mains tremblent de plus en plus à mesure que le récit progresse. Ma fita, Monique, ma petite fita que j'ai depuis toujours, elle est détruite. Clara montre son poignet nu, pour la première fois depuis 17 ans. Elle ne porte plus ce petit bout de tissu bleu turquoise qui était devenu partie intégrante d'elle-même. Monique pose une main réconfortante sur l'épaule de Clara, mais son visage trahit une angoisse profonde. Cette fita détruite dans les locaux du groupe Aurore, si jamais Henri Lemoine la découvre, ma pauvre petite, mais tu sais, ce n'est qu'un emploi, tu en retrouveras un autre, et peut-être même mieux. Ce n'est pas que l'emploi Monique, cette fita, c'était tout ce qui me restait de mon passé, mon seul lien avec qui j'étais avant. Monique se détourne pour cacher ses larmes. Si seulement Clara savait à quel point cette fita est importante, si seulement elle connaissait la vérité. Le téléphone sonne, Monique sursaute violemment et regarde l'appareil comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. « Tu ne réponds pas ?» demande Clara. « Si, bien sûr. » Monique décroche d'une main tremblante. « Allô ? Maman, c'est Damien, il faut que je te voie maintenant. »« Damien, mais ce n'est pas le moment, J'arrive, ne bouge pas. » La communication se coupe. Monique reste figée, le combiné à la main, livide. « Qui était-ce » s'enquiert Clara. « Mon fils, il veut passer ce soir. » Clara fronce les sourcils. En 7 ans de cohabitation, Monique n'a jamais mentionné avoir un fils. Elle parle parfois d'une famille difficile qu'elle préfère oublier, mais jamais de détails précis. « Tu ne m'avais jamais dit que tu avais un fils. » « C'est compliqué, ma chérie, nous ne nous entendons pas très bien. » 1 heure plus tard, on sonne à la porte. Monique va ouvrir d'un pas hésitant et Clara entend des voix étouffées dans l'entrée. Puis Monique revient, accompagnée d'un homme élégant d'une 40aine d'années en costume sombre. « Clara, je te présente Damien, mon fils. » Clara se lève pour saluer l'homme. Mais quand leurs regards se croisent, une sensation étrange la parcourt. Ce visage, ses yeux, quelque chose de familier, mais qu'elle n'arrive pas à identifier clairement. « Enchanté, monsieur. » Damien lui serre la main, scrutant attentivement ses traits. Pas de doute possible, c'est bien la petite Zoé qui l'a percutée 17 ans plus tôt. Mais elle ne semble pas le reconnaître. L'amnésie post-traumatique a efficacement effacé ce souvenir douloureux. « Enchantée, mademoiselle. Maman m'a beaucoup parlé de vous. » « Vraiment ?» Clara jette un regard surpris vers Monique. « Pourtant, elle ne m'avait jamais parlé de vous. » Un silence gêné s'installe. Damien comprend qu'il faut qu'il voie sa mère en privé, urgemment. « Maman, on pourrait discuter quelques minutes, en privé. » Monique acquiesce et entraîne son fils sur le petit balcon qui donne sur la cour de l'immeuble. Clara reste dans le salon, mais ne peut s'empêcher d'entendre des bribes de conversation à travers la porte-fenêtre entr'ouverte. Complètement fou de l'avoir embauché là-bas. « Comment voulais-tu que je sache ? Tu ne m'avais jamais dit où travaillait Henri Lemoine. Et sa fita, elle l'a toujours. Elle s'est déchirée aujourd'hui, dans l'équipement de la télévision. » Clara entend Damien jurer violemment. « Merde. Si Lemoine la trouve, il ne peut pas faire le rapprochement, ça fait 17 ans. Tu ne le connais pas comme moi. Cet homme a une mémoire d'éléphant et une obsession maladive pour sa fille. Le moindre détail peut le mettre sur la piste. » Clara s'approche discrètement de la porte-fenêtre. De quoi parle-t-il ? Qui est ce Henri Lemoine ? Et pourquoi cette conversation sur sa fita lui donne-t-elle la chair de poule ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demande Monique d'une voix angoissée. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait lui dire la vérité. Tu es devenu fou. Après tout ce temps, tu imagines le choc pour elle, et pour toi, tu finirais en prison. Alors quoi ? On attend qu'il débarque ici. Parce que crois-moi, si Lemoine a trouvé cette fita,
Il ne va pas lâcher l'affaire. La conversation s'arrête brusquement. Clara se précipite vers le canapé et fait semblant de regarder la télévision quand Damien et Monique rentrent du balcon. « Bon, je vais y aller !» annonce Damien d'un ton faussement désinvolte. « Ravi de vous avoir rencontré, Clara. J'espère que vous retrouverez vite du travail. » Après son départ, Clara bombarde Monique de questions, mais la vieille dame reste évasive. Elle prétexte la fatigue et va se coucher tôt, laissant Clara seule avec ses interrogations. Cette nuit-là, Clara ne trouve pas le sommeil. Les bribes de conversation qu'elle a entendues tournent en boucle dans sa tête. Qui est Henri Lemoine? Pourquoi Damien semblait-il si inquiet? Et surtout, quel secret Monique lui cache-t-elle le lendemain matin? Clara se réveille avec une migraine épouvantable. En buvant son café, elle essaie de remettre de l'ordre dans ses pensées. Sa fita détruite, ce licenciement humiliant, cette conversation mystérieuse. Tout semble connecté d'une manière qu'elle ne comprend pas. À 10 heures, on sonne à la porte. Monique va ouvrir et revient, le visage livide. « Clara, il y a quelqu'un pour toi. »« Pour moi? Qui ça ?»« Monsieur Henri Lemoine. » Le nom frappe Clara comme une gifle. Henri Lemoine, l'homme dont parlaient Monique et Damien hier soir. Que peut-il bien lui vouloir? Fais-le entrer. Henri Lemoine pénètre dans le petit salon de Créteil. Cet homme de 52 ans, habitué aux bureaux luxueux et aux costumes sur mesure, semble déplacé dans ce modeste appartement de banlieue. Mais ce qui frappe Clara, c'est l'intensité de son regard quand il la voit. Henri s'arrête net sur le seuil du salon, même adulte, même avec 17 ans de plus. Il reconnaît immédiatement les traits de sa fille, la forme du visage, les yeux, cette façon particulière de pencher la tête. C'est Zoé, c'est sa petite Zoé qui se tient là devant lui. « Bonjour mademoiselle Vasseur, je suis Henri Lemoine. »« Bonjour monsieur, je suis désolée pour l'incident d'hier. Je comprends que vous soyez en colère. Je ne suis pas en colère. » Henri s'efforce de garder un ton neutre malgré l'émotion qui l'étreint. Au contraire, j'aimerais vous montrer quelque chose. Il sort de sa poche un petit écrin qu'il ouvre délicatement. À l'intérieur repose la fita bleue turquoise qu'il conserve depuis 17 ans. Et à côté, les morceaux déchirés de celle trouvée dans le micro. Reconnaissez-vous ceci? Clara regarde les morceaux de tissu et blêmit. Sa fita. Mais pourquoi cet homme en possède-t-il une identique? C'est ma fita. Enfin, ce qu'il en reste. Mais comment? Pourquoi en avez-vous une autre? Parce que j'ai acheté ces deux fitas il y a 17 ans, pour ma fille. Le monde de Clara vacille. Des images floues commencent à défiler dans son esprit. Un homme en costume qui lui noue une fita dans les cheveux, une voix douce qui l'appelle « ma princesse », des mains attentionnées qui la coiffent. Et « ah non, c'est impossible !» Clara chancelle et doit s'asseoir. Les flashs de mémoire se succèdent maintenant avec une violence inouïe. Le parc, les canards, cette voix qui crie son nom, mais pas Clara. Un autre nom, Zoé, Zoé, reviens. La voix résonne dans sa tête avec une clarté soudaine. Et ce visage d'homme inquiet, ce visage qu'elle a vu tant de fois dans ses rêves, c'est celui d'Henri Lemoine. « Papa », murmure-t-elle incrédule. Henri ne peut plus retenir ses larmes. Il s'agenouille devant Clara et prend délicatement ses mains dans les siennes. « Ma petite Zoé, ma princesse. Je t'ai cherché partout, pendant 17 ans. Je t'ai cherché. » Clara éclate en sanglots. Les souvenirs remontent à la surface par vagues douloureuses. Leur maison à Lyon, leurs promenades au parc. Cette complicité unique entre un père et sa fille. Monique, témoin de ces retrouvailles, sait que le moment de vérité est arrivé. Elle ne peut plus se taire. « Il faut que je vous dise quelque chose », déclare-t-elle d'une voix tremblante. « Tous les deux, il faut que je vous raconte ce qui s'est vraiment passé il y a 17 ans. » Le silence dans le petit salon de Créteil est si lourd qu'on pourrait l'entendre. Henri tient toujours les mains de Clara dans les siennes. Et tous deux regardent Monique avec un mélange d'espoir et d'appréhension. La vieille dame se tient debout près de la fenêtre, le dos tourné, contemplant la cour de l'immeuble comme si elle y cherchait le courage de parler. « Asseyez-vous », dit-elle finalement d'une voix faible. « Ce que j'ai à vous dire va prendre du temps. Et ça va vous faire mal, à tous les deux. » Henri s'installe sur le canapé à côté de Clara, sans lâcher sa main. Après 17 ans de séparation, il ne supporte pas l'idée de la perdre de nouveau, même quelques secondes. Monique se retourne, et ses yeux sont déjà humides de larmes contenues.
Il faut que vous sachiez que j'ai aimé Clara comme ma propre fille pendant toutes ces années. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant la protéger. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai peut-être eu tort. » Elle prend une inspiration tremblante avant de poursuivre. « Tout a commencé le 15 septembre 2008. J'étais de service de nuit à l'hôpital général de la Croix-Rousse quand mon fils Damien est arrivé aux urgences. Il portait dans ses bras une petite fille inconsciente, couverte de sang. Clara serre instinctivement la main d'Henri. Des bribes de souvenirs commencent à remonter. La douleur, l'obscurité et cette peur terrible qu'elle n'arrivait pas à identifier. Flashback, Lyon, 15 septembre 2008, 20h30. Damien Laurent, 23 ans, sort de son entretien d'embauche dans un cabinet d'avocats lyonnais. L'entrevue s'est bien passée et il a bon espoir de décrocher ce poste qui lancerait sa carrière. Au volant de sa Peugeot 206, il traverse le quartier de la Croix-Rousse en direction de chez lui. Il pleut légèrement et Damien allume ses phares. Il pense déjà au coup de téléphone qu'il va passer. D'abord sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle, puis ses amis pour fêter ça. L'avenir lui sourit. Soudain, une petite silhouette surgit entre deux voitures garées. Une fillette d'environ 8 ans court après un ballon rouge qui roule sur la chaussée, les cheveux voltigeant derrière elle. Une fita bleu turquoise nouée dans ses boucles châtaines. Damien n'a pas le temps de freiner. Le choc est violent. La petite fille est projetée sur plusieurs mètres et retombe lourdement sur l'asphalte mouillé. Damien sort de sa voiture. Panique autour de lui. Quelques passants s'approchent, mais dans cette rue peu fréquentée du quartier, il n'y a pas grand monde. La fillette gît inconsciente, du sang coulant d'une blessure à la tête. « Quelqu'un a appelé les secours », crie-t-il, mais personne ne répond. Les rares témoins semblent aussi choqués que lui. Damien réalise qu'il peut encore fuir. Personne n'a relevé sa plaque d'immatriculation. Et dans cette pluie, les témoignages seraient flous. Puis il regarde cette petite fille blessée. Si fragile, si vulnérable, il ne peut pas l'abandonner. Il la soulève délicatement et l'installe dans sa voiture, direction l'hôpital où travaille sa mère. J'étais en salle de soins quand Damien a débarqué avec la petite dans les bras, poursuit Monique, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Il était dans un état épouvantable, en panique, incohérent. Il répétait sans arrêt « Maman, aide-moi, j'ai pas fait exprès, elle a surgi de nulle part. » Henri écoute sans broncher, mais Clara sent sa main trembler dans la sienne. La petite avait un traumatisme crânien sévère, le médecin de garde. Le docteur Moreau a dit qu'il fallait l'opérer immédiatement, pendant qu'il l'emmenait au bloc. Damien m'a tout raconté. L'accident, sa peur de tout perdre, cette carrière qu'il venait de décrocher. Monique s'interrompt, submergée par l'émotion. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû faire les choses dans les règles. Mais c'était mon fils, mon petit garçon qui me suppliait de l'aider. Et quand on aime quelqu'un, on fait parfois des choses terribles pour le protéger. Clara commence à comprendre l'ampleur de la trahison. Cette femme qu'elle considère comme une mère depuis 7 ans, cette femme qui l'a recueillie et choyée, était complice de celui qui avait détruit sa vie. L'opération a duré 6 heures. Quand la petite s'est réveillée, elle ne se souvenait de rien. Le traumatisme crânien avait causé une amnésie rétrograde sélective. Elle avait oublié son nom, son adresse, sa famille. Elle ne prononçait qu'un seul mot. « Clara !» Henri ferme les yeux. Il se souvient de la baby-sitter de Zoé, une jeune fille adorable qu'il appelait toujours Clara au lieu de Zoé. C'était leur petit jeu secret. Le docteur Moreau était un vieil ami. Je lui ai menti. Je lui ai dit que Damien avait trouvé la petite abandonnée dans la rue. Déjà blessé, il n'a pas posé de questions. Il y avait tant d'enfants abandonnés à cette époque. Monique se tourne vers la fenêtre, incapable de soutenir le regard de Clara. J'ai falsifié les documents d'admission. J'ai inventé une histoire d'abandon. J'ai créé une fausse identité pour la petite. Clara Vasseur, le prénom qu'elle répétait, et Vasseur parce que c'était le nom de famille du docteur Moreau. La voix de Monique se brise complètement. Ensuite, j'ai contacté ma sœur Hélène, qui dirigeait le centre Saint-Jude. Je lui ai demandé d'accueillir cette petite orpheline sans poser trop de questions. Hélène avait confiance en moi. Elle n'a jamais douté de mon histoire. Henri se lève brusquement, libérant la main de Clara. Sa voix tremble de rage contenue. Vous avez menti à tout le monde, pendant que je devenais fou.
que je dépensais des millions à la chercher, que je sombrais dans la dépression. Ma fille, elle était à quelques kilomètres de moi, dans un orphelinat. Monsieur le moine, Et Damien, qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années? Monique hésite, puis poursuit d'une voix à peine audible. Au début, il était rongé par la culpabilité, il voulait tout avouer, mais moi je l'ai convaincu que c'était trop tard, que ça ne servirait plus à rien, et puis, elle marque une pause douloureuse. Puis il a lu dans les journaux que vous cherchiez Zoé partout, il a vu votre désespoir, vos appels à témoins, et au lieu de venir vous dire la vérité, il a eu une idée épouvantable. Henri commence à comprendre, et l'horreur de la situation lui apparaît dans toute son ampleur. Il vous a contacté, il s'est présenté comme un avocat spécialisé dans les disparitions d'enfants. Oui, il a dit qu'il pouvait vous aider à retrouver Zoé. En réalité, il orientait toutes vos recherches vers de fausses pistes. Il vous éloignait de la vérité pour protéger son secret. Clara, qui a écouté cette révélation en silence, explose soudain. Vous me dites que pendant 17 ans, cet homme a fait semblant d'aider mon père à me retrouver, alors qu'il savait parfaitement où j'étais, qu'il était responsable de tout. Clara, ma chérie, ne m'appelez plus ma chérie. Clara se lève, tremblante de rage. Vous m'avez menti pendant 7 ans. Vous avez participé à cette mascarade. J'essayais de te protéger. Si tu avais su la vérité, vous voulez parler de cette vérité, que j'avais un père qui me cherchait désespérément, que j'avais une famille qui m'aimait, cette vérité-là. Henri pose une main apaisante sur l'épaule de Clara, mais elle se dégage violemment. Et vous? Elle se tourne vers lui. Damien Laurent était votre associé, votre homme de confiance. Comment avez-vous pu être aussi aveugle? Je ne savais pas. Il était si convaincant, si dévoué. Il semblait vraiment vouloir m'aider. Il s'enrichissait sur votre douleur. Il construisait sa carrière sur notre malheur. Le téléphone sonne soudain, brisant la tension du moment. Monique regarde l'appareil avec terreur. « Ne répondez pas », dit Henri. Mais l'appareil continue de sonner, obstinément. Finalement, Clara décroche. « Allô, Clara, c'est Damien. Il faut que tu sortes de chez ma mère immédiatement. Le moine va venir. Et quand il découvrira la vérité... Trop tard, Damien. Il est déjà là. Et votre mère vient de tout nous raconter. » Un silence de mort s'installe au bout du fil. « Clara, écoute-moi bien. Tu ne comprends pas la situation. Si cette histoire sort, ça va détruire tout le monde. Toi y compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rendez-vous ce soir, 22h, au parc de la Tête d'Or, là où tout a commencé. Il faut qu'on règle ça une bonne fois pour toutes. Et venez seul. Si vous contactez la police, Clara ne reverra jamais son père. » La communication se coupe. Clara regarde Henri et Monique, le visage livide. Il veut nous voir ce soir au parc. Il a l'air dangereux. Henri serre les poings. Après 17 ans de mensonges, Damien Laurent n'a manifestement pas l'intention de se rendre sans se battre. Et Clara, sa fille qu'il vient de retrouver, est maintenant en danger. La vérité a enfin éclaté. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Dans le TGV qui file vers Lyon, Henri contemple le paysage défilant derrière la vitre. À ses côtés, Clara garde un silence pesant depuis leur départ de Paris. Monique a refusé de les accompagner. La vieille dame s'est effondrée après sa confession et a été hospitalisée pour un malaise cardiaque. Mais avant de perdre connaissance, elle a murmuré une dernière révélation. Damien a toujours gardé une arme dans son bureau. « Méfiez-vous, papa », dit soudain Clara, brisant le silence. C'est la première fois qu'elle l'appelle ainsi depuis leur retrouvaille. Et Henri sent son cœur se serrer d'émotion. « Tu crois qu'on fait bien d'y aller ?» Damien avait l'air désespéré au téléphone. Henri pose sa main sur celle de sa fille. Après 17 ans de séparation, il refuse de la perdre à nouveau, quels que soient les risques. Il faut en finir, Clara. Cet homme a empoisonné nos vies assez longtemps, et puis, il marque une pause. J'ai contacté discrètement un ami commissaire à Lyon. Des équipes seront positionnées autour du parc. À distance, Damien ne le saura pas. Mais nous ne serons pas seuls. Clara hoche la tête, rassurée. Mais au fond d'elle, elle ressent une angoisse grandissante. Retourner sur les lieux de l'accident qui a détruit sa mémoire. Affronter l'homme responsable de 17 ans de mensonges. Tout cela lui semble surréel. Le train arrive à Lyon à 19h. Henri et Clara prennent un taxi jusqu'à un hôtel proche du parc de la Tête d'Or pour se préparer au rendez-vous. Dans leur chambre,
Henri sort son téléphone et compose un numéro. « Commissaire Dubois, c'est Henri Lemoine. Oui, nous sommes arrivés. Vous êtes sûr que vos hommes seront invisibles? » « Parfait. Et s'il se passe quelque chose? D'accord, merci. » Il raccroche et se tourne vers Clara. « Tout est organisé. Des policiers en civil seront postés autour du lac, mais suffisamment loin pour que Damien ne les repère pas. Au moindre signal de ma part, ils interviendront. » Clara acquiesce. Mais elle ne peut s'empêcher de penser à cette confrontation qui l'attend. Revoir l'homme qui a détruit sa vie d'enfant, sur les lieux mêmes du drame. Elle ferme les yeux et sent remonter des bribes de souvenirs. La course après le ballon, l'impact, puis plus rien. À 21h30, Henri et Clara sortent de l'hôtel. Le parc de la Tête d'Or n'est qu'à quelques minutes à pied. En chemin, Henri reconnaît chaque rue, chaque bâtiment. C'est ici qu'il vivait avec Zoé avant le drame. C'est ici que tout a basculé. « Tu te souviens de quelque chose ?» demande-t-il doucement, par bribes. C'est confus, mais oui, j'ai l'impression de reconnaître certains endroits. Ils arrivent aux grilles du parc. L'endroit est presque désert à cette heure. Seuls quelques joggeurs tardifs parcourant les allées éclairées. Henri guide Clara vers le lac où ils avaient l'habitude de nourrir les canards ensemble. Au bord de l'eau, dans la pénombre, une silhouette les attend. Damien Laurent, debout près du petit pont de bois, contemple le lac d'un air pensif. Quand il entend leurs pas, il se retourne, à la lueur des réverbères. Son visage semble avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. « Vous êtes venus », dit-il simplement. Henri et Clara s'approchent, prudemment, à distance respectueuse. Henri repère discrètement les policiers en civil postés aux endroits stratégiques. Un faux jogger, un couple qui se promène, un homme qui lit son journal sur un banc. « Damien », commence Henri d'une voix glaciale. « 17 ans que tu me mens en face. 17 ans que tu construis ta fortune sur ma douleur et celle de ma fille. » Damien ne nie pas. Il semble au contraire soulagé que la vérité ait enfin éclaté. « Je sais, Henri. Et crois-moi, pas un jour ne s'est passé sans que je le regrette. » « Tu le regrettes ?» Clara s'avance, tremblante de colère. « Tu regrettes d'avoir détruit ma famille. Tu regrettes de m'avoir condamnée à grandir sans père, sans repère, avec des cauchemars et des trous de mémoire. Je regrette l'accident. J'avais 23 ans. J'étais terrifiée quand je t'ai vu surgir entre les voitures. Alors pourquoi ne pas avoir avoué immédiatement? Pourquoi cette mascarade qui a duré 17 ans ?» Damien baisse les yeux. Quand il les relève, ses traits expriment une détresse profonde. Parce que j'étais lâche, et parce que quand j'ai vu ton père sombrer dans la dépression, chercher partout, j'ai pensé que si je l'aidais à te retrouver, ça compenserait ma faute. En orientant les recherches vers de fausses pistes, Henri serre les poings, en me faisant perdre des années et des millions dans des enquêtes bidons. Au début, oui, j'avoue. Mais après j'ai vraiment essayé de t'aider, Henri. J'ai mené de vraies investigations. J'ai suivi de vraies pistes. Simplement, je ne pouvais pas te dire que ta fille était vivante, mais qu'elle ne se souvenait de rien. Ça aurait été encore plus cruel. Ce n'était pas à toi d'en décider, explose Clara. Tu n'avais pas le droit de choisir à ma place. Tu as raison. Damien sort lentement quelque chose de sa veste. Henri se tend, prêt à faire signe aux policiers. Mais c'est juste une enveloppe. J'ai préparé ça. Ma confession complète. Tous les détails de l'accident. Les noms des complices. Les preuves de mes manipulations. Tout y est. Il tend l'enveloppe à Henri. Je vais me constituer prisonnier demain matin. Ma carrière est finie, ma réputation détruite. Mais au moins, vous aurez enfin la vérité. Henri prend l'enveloppe mais ne la range pas. Il fixe Damien avec une colère froide. Tu crois que ça suffit? Une confession et tout est oublié. Tu as empoisonné nos vies, Damien. Tu as volé 17 ans à ma fille et 17 ans à moi. Je sais, et je ne demande pas le pardon. Je sais que c'est impossible. Clara s'approche encore, et soudain, elle gifle Damien avec violence. L'homme ne bronche pas, acceptant le coup comme une pénitence méritée. « Vous voulez savoir le pire ?» dit-elle, les larmes aux yeux. « C'est que pendant toutes ces années à l'orphelinat, je rêvais de mes parents. Je me disais qu'ils finiraient par me retrouver, qu'ils n'avaient pas renoncé. Et vous savez quoi? J'avais raison. Mon père n'avait jamais renoncé. Mais vous l'empêchiez de me retrouver. » Damien chancelle sous l'accusation.
La culpabilité qu'il porte depuis 17 ans semble l'écraser physiquement. Clara, Zoé, je. Ne prononcez pas mon nom. Vous n'en avez pas le droit. Soudain, Damien sort autre chose de sa veste. Cette fois, c'est bien une arme. Un petit revolver argenté qu'il pointe. Vers sa propre tempe. Non. Henri fait un pas en avant, mais Damien recule. N'approchez pas. Sa voix tremble. Vous avez raison tous les deux. Ce que j'ai fait est impardonnable. J'ai détruit 3 vies. La vôtre, celle de Clara, et la mienne. Damien, pose cette arme. Clara s'avance doucement. Ce n'est pas la solution. Quelle solution alors? La prison, le déshonneur, voir ma mère mourir de honte. Au signal discret d'Henri, les policiers commencent à se rapprocher, mais Damien les a repérés. J'ai dit seul, si vos flics approchent, je tire. Henri fait signe aux policiers de rester à distance. La situation devient incontrôlable. Écoute Damien, dit-il d'une voix apaisante. Ta mère t'aime. Malgré tout ce qui s'est passé, elle a besoin de toi. Ma mère, Damien ricane amèrement. Elle est à l'hôpital à cause de moi. Son cœur a lâché quand elle a dû révéler la vérité. Alors reste en vie pour elle, implore Clara. Assume tes erreurs, va en prison s'il le faut, mais reste en vie. Damien la regarde, et pour la première fois depuis le début de la confrontation, son visage exprime autre chose que du désespoir, une sorte de reconnaissance, presque de tendresse. Tu sais Clara, Zoé, quand je t'ai vue grandir de loin, devenir cette femme remarquable malgré tout ce que tu avais traversé, j'étais fière de toi, comme un père aurait pu l'être. Alors prouve-le. Clara tend la main vers lui. Rends-toi. Aide-nous à comprendre. Il faut que cette histoire se termine enfin. Damien hésite. L'arme tremble dans sa main. Autour du lac, les policiers attendent le moindre signe pour intervenir. Puis, lentement, Damien abaisse son arme. Tu as raison, ça doit finir. Il jette le revolver dans le lac et lève les mains en l'air. Immédiatement, les policiers se précipitent et le maîtrisent. Pendant qu'on lui passe les menottes, Damien regarde une dernière fois Henri et Clara. Je suis désolée, pour tout. J'espère qu'un jour, il n'y aura jamais de pardon Damien, coupe Henri. Mais au moins, maintenant, nous pourrons enfin vivre. Tandis qu'on emmène Damien vers les voitures de police, Henri prend Clara dans ses bras. Père et fille restent enlacés au bord du lac, là où tout avait commencé 17 ans plus tôt. La vérité a enfin triomphé, mais le chemin de la réconciliation ne fait que commencer. 3 semaines se sont écoulées depuis l'arrestation de Damien au parc de la Tête d'Or. L'affaire a fait la une de tous les journaux français. L'avocat qui a dupé un magnate des médias pendant 17 ans. Retrouvailles miraculeuses d'un père et de sa fille. Mais Henri et Clara ont refusé toutes les interviews. Ils ont besoin de temps pour apprivoiser leurs retrouvailles et penser leurs blessures. Ce soir d'octobre. Un orage d'une violence rare s'abat sur la région parisienne, dans l'appartement de Créteil. Clara fait les 100 pas dans le salon tandis que la pluie fouette les fenêtres. Monique, sortie de l'hôpital la semaine précédente, est assise dans son fauteuil, le visage creusé par l'inquiétude et la culpabilité. Depuis sa confession, la vieille dame a vieilli de 10 ans. « Tu devrais te reposer, ma chérie », dit Monique d'une voix faible. « Cette tempête va durer toute la nuit. » Clara se retourne vers celle qu'elle ne sait plus comment appeler. Pas « maman ». Ce mot appartient désormais au passé. Pas « Monique » non plus. Trop froid après 7 ans de vie commune. Leurs relations sont devenues un territoire miné, où chaque mot doit être pesé. Je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que quelque chose va arriver. Depuis l'arrestation de Damien, Clara vit dans une angoisse permanente. Les premières menaces anonymes ont commencé à arriver il y a 1 semaine. Des lettres glissées sous sa porte, des coups de téléphone silencieux au milieu de la nuit. La police a ouvert une enquête, mais sans résultat. « Tu crois que c'est lié à Damien ?» demande Monique. « Je ne sais pas, mais quelqu'un n'apprécie pas que la vérité ait éclaté. » Un éclair illumine soudain l'appartement. Suivi immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant, l'électricité vacille, puis s'éteint complètement. L'appartement plonge dans l'obscurité totale. Merde. Clara tâtonne pour trouver son téléphone portable. La lueur de l'écran éclaire faiblement le salon. Tu as des bougies, Monique. Dans la cuisine, tiroir de droite. Clara se dirige vers la cuisine en s'aidant de la lumière de son portable. Mais au moment où elle ouvre le tiroir, un bruit la fait sursauter. Quelqu'un vient de forcer la porte d'entrée.
Monique, chuchote-t-elle. Pas de réponse. Clara entend des pas lourds dans le couloir. Puis la voix de Monique qui pousse un cri étouffé. Clara éteint son portable et se plaque contre le mur de la cuisine. Dans l'obscurité, elle entend une voix d'homme qu'elle ne reconnaît pas. Où est-elle? Où est Clara Vasseur? Je ne sais pas de quoi vous parlez, bredouille Monique. Ne me mentez pas. Elle habite ici. J'ai surveillé l'immeuble toute la semaine. Clara saisit un couteau de cuisine et se rapproche discrètement du salon. À la lueur des éclairs, elle aperçoit un homme cagoulé qui tient Monique en joue avec un pistolet. La vieille dame tremble de tous ses membres. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?» demande Monique d'une voix suppliante. « Elle et son père ont détruit ma famille, à cause de leurs révélations. Mon patron va perdre tous ses contrats. Ma boîte va fermer. » Clara comprend soudain. Cet homme doit travailler pour l'une des entreprises liées au cabinet de Damien. L'effondrement du système de corruption mis en place par l'avocat fait des dégâts collatéraux. « Sortez de votre cachette, mademoiselle Vasseur. Je sais que vous êtes là. Si vous ne vous montrez pas, la vieille va y passer. » Clara ferme les yeux. Elle ne peut pas laisser Monique mourir à cause d'elle. Malgré tous leurs différends, malgré les mensonges, cette femme l'a aimée et protégée pendant 7 ans. « J'arrive, » crie-t-elle. « Ne lui faites pas de mal. » Elle sort de la cuisine. Les mains levées, le couteau dissimulé dans son dos. « Voilà qui est mieux, » ricane l'homme. « Approchez-vous doucement. » Clara s'avance vers le salon. L'homme est corpulent, la quarantaine, avec des mains qui tremblent. Manifestement pas un professionnel du crime, plutôt un employé désespéré qui a perdu les pédales. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demande Clara. « Justice. Votre père et vous avez tout détruit. Mon patron, Maître Durand, était associé avec Damien Laurent depuis 15 ans. Maintenant, tous ces dossiers sont saisis par la justice. Moi et mes collègues, on va tous se retrouver au chômage. Ce n'est pas notre faute. Nous sommes les victimes dans cette histoire. Les victimes, l'homme ricane. Vous plaisantez, le moine va toucher des millions de dédommagements. Et vous allez hériter de tout. Pendant que nous, on crève. La colère déforme le visage de l'intrus. Clara réalise qu'il n'est pas seulement venu pour se venger, il est venu pour les tuer. Un nouvel éclair illumine la pièce, et dans cette seconde de lumière aveuglante, Clara aperçoit quelque chose qui lui redonne espoir. Derrière la baie vitrée du balcon, une silhouette se dessine. Quelqu'un escalade la façade de l'immeuble. Henri, il a dû venir voir comment elles supportèrent l'orage et a trouvé la porte d'entrée forcée. Avec son expérience des sports extrêmes, il a préféré passer par l'extérieur pour garder l'effet de surprise. Clara doit gagner du temps. « Écoutez, on peut s'arranger », dit-elle en s'approchant lentement de l'homme. « Mon père a de l'argent. Il peut vous dédommager, vous aider à retrouver du travail. Trop tard, le mal est fait. À cause de vous, ma femme m'a quitté. Mes enfants ne me parlent plus. Vous avez détruit ma vie. » L'homme lève son arme vers Clara. Au même moment, la porte-fenêtre du balcon explose. Henri surgit comme une furie, trempé par la pluie, et se jette sur l'intrus. Les deux hommes roulent au sol dans l'obscurité. Des coups de feu éclatent, mais dans la confusion, impossible de savoir qui tire, Clara se précipite vers Monique pour la mettre à l'abri derrière le canapé. « Papa !» crie-t-elle. Le combat fait rage dans le salon. Henri, plus âgé mais en meilleure forme physique, prend progressivement l'avantage. Un dernier coup de poing bien placé, et l'intrus s'effondre. Assommé, Henri se relève, haletant, du sang coulant d'une coupure au front. « Ça va, vous n'êtes pas blessé. » Clara se jette dans ses bras. « Papa, j'ai eu si peur. Comment tu as su ? J'étais inquiet à cause de l'orage. Quand j'ai vu la porte défoncée, il resserre son étreinte. Je ne te perdrai plus jamais, plus jamais. » L'électricité revient soudain, illuminant le chaos du salon. L'intrus gît inconscient, le pistolet à quelques mètres de lui. Monique, choquée, tremble dans son fauteuil. Henri compose le 17 sur son portable. Police secours. Ici Henri Lemoine. Tentative d'agression armée. Oui, l'agresseur est maîtrisé. Envoyez une ambulance aussi. Il y a une personne âgée en état de choc. 20 minutes plus tard, l'appartement grouille de policiers et de secouristes. L'agresseur, identifié comme Philippe Moreau, employé du cabinet d'avocats Durand et d'Associés, est emmené sur civière. Le coup d'Henri l'a sérieusement sonné. Un psychiatre devra évaluer son état mental.
Il risque quoi? Demande Clara au commissaire. Tentative d'homicide, séquestration, port d'armes prohibé. Au minimum 10 ans, mais vu son profil psychologique, il finira sans doute en hôpital psychiatrique. Pendant que Monique reçoit les soins des secouristes, Henri et Clara se retrouvent seuls sur le balcon. L'orage s'éloigne et les premières étoiles apparaissent entre les nuages qui se dispersent. « Tu crois que ça va continuer longtemps ?» demande Clara. Ces menaces, ces tentatives de vengeance. Henri passe un bras protecteur autour des épaules de sa fille. L'avocat de Damien m'a dit que d'autres interpellations étaient prévues dans les jours qui viennent. Le réseau de corruption était plus vaste qu'on ne le pensait. Mais une fois que toute la vérité aura éclaté, ça se calmera. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Henri regarde cette jeune femme de 25 ans, qui est sa fille, et qu'il apprend à connaître jour après jour, tant d'années perdues, mais aussi tant de choses à construire ensemble. On va apprendre à se connaître vraiment. On va rattraper le temps perdu, et surtout, il marque une pause. On va faire en sorte que ce cauchemar serve à quelque chose. Comment ça? J'ai une idée, mais j'attendrai que tu sois prête pour t'en parler. Clara sourit, pour la première fois depuis des semaines. Elle se sent en sécurité. Malgré l'agression de ce soir, malgré les zones d'ombre qui subsistent, elle sait qu'elle n'est plus seule, elle a retrouvé son père, et ensemble, ils vont affronter l'avenir. Dans l'appartement, Monique les observe à travers la baie vitrée. La vieille dame sait que son rôle dans la vie de Clara touche à sa fin. Bientôt, la jeune femme partira vivre sa vraie vie, avec sa vraie famille. Et elle, Monique, devra apprendre à vivre avec le poids de ses mensonges. Mais ce soir, l'important c'est que tout le monde soit vivant. Le reste viendra plus tard, 6 mois plus tard. Printemps 2026. Le soleil printanier filtre à travers les grandes baies vitrées du café parisien, où Clara et Henri se retrouvent chaque mercredi matin depuis 3 mois. C'est devenu leur rituel, un moment privilégié pour apprendre à se connaître vraiment, loin de l'agitation médiatique qui a entouré leur histoire. Clara sirote son café au lait en observant son père qui lit attentivement un dossier. À 53 ans, Henri a changé. Son visage s'est apaisé. La mélancolie permanente qu'il habitait depuis 17 ans a cédé place à une sérénité nouvelle. Il a vendu le groupe Aurore Télévision le mois dernier pour une somme astronomique, libéré enfin de cette obsession du travail qui l'aidait à fuir sa douleur. « Alors ?» demande Clara avec un sourire. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Henri relève les yeux du dossier de présentation qu'elle lui a remis. 30 pages détaillées sur un projet qui lui tient à cœur depuis des semaines, la fondation Zoé Clara. Il savoure ses mots. « C'est magnifique, ma chérie. » Et ce concept d'accompagnement personnalisé pour les familles touchées par la disparition d'enfants, c'est exactement ce qui nous a manqué il y a 17 ans. Clara sourit, émue. Retrouver son vrai prénom a été l'une des étapes les plus difficiles de sa reconstruction. Pendant des mois, elle a vécu cette double identité, Clara pour le monde extérieur, Zoé pour son père. Mais progressivement, avec l'aide d'une psychologue, elle a réussi à réconcilier ces deux parties d'elle-même. « J'ai pensé qu'on pourrait inaugurer le premier centre à Lyon, » dit-elle, près du parc, pour que ce lieu de douleur devienne un lieu d'espoir. Henri tend la main par-dessus la table et serre celle de sa fille. Ces gestes d'affection, si naturels autrefois, ils les réapprennent jour après jour. 17 ans de séparation ne s'effacent pas en quelques mois. « Tu sais, Zoé, Clara, comment veux-tu que je t'appelle finalement ?» Zoé quand nous sommes seuls, Clara en société, ça me va. Elle rit. Au moins, je ne risque plus d'oublier qui je suis. Ils éclatent de rire ensemble. L'humour est devenu leur façon de dépasser les zones d'ombre du passé. Et Monique, demande Henri, tu as eu de ces nouvelles? Le visage de Clara s'assombrit légèrement. Leur relation avec Monique reste compliquée. La vieille dame vit maintenant dans une maison de retraite médicalisée près de Lyon. Son cœur fragile ne supporte plus la vie en autonomie. Clara lui rend visite une fois par mois. Un mélange de culpabilité et d'affection l'y poussant. Elle va mieux physiquement, mais psychologiquement, elle porte encore le poids de tout ça. Elle s'en veut tellement. Et Damien, condamné à 12 ans de prison, ses avocats ont plaidé les circonstances atténuantes, l'accident involontaire, les remords, mais avec les détournements de fonds et les manipulations sur 17 ans, le tribunal n'a pas été clément. Henri hoche la tête. Une partie de lui éprouve encore une colère sourde contre Damien, mais une autre partie, celle qui a retrouvé sa fille, arrive presque à lui pardonner.
Sans cet accident tragique, sans cette suite de mensonges, Clara ne serait pas devenue cette femme remarquable qu'elle est aujourd'hui. Il t'écrit toujours, une lettre par mois depuis sa prison. Il ne demande pas de pardon. Il raconte juste sa vie là-bas, ses regrets. Je ne lui réponds jamais, mais je les lis, ça fait partie du processus de guérison. Un couple avec un jeune enfant passe devant leur table. Henri observe la complicité entre le père et son fils et ressent une pointe de nostalgie. Tous ces moments qu'il a ratés avec Clara, ses premiers pas d'adulte, ses diplômes, ses premières amours. « Tu sais ce qui me manque le plus ?» dit-il soudain. « Quoi, papa ? Toutes ces petites histoires du quotidien que je ne connais pas, tes professeurs préférés au collège, ton premier chagrin d'amour, cette cicatrice sur ton genou. » Clara sourit tendrement. Elle comprend cette frustration. On a le temps maintenant. Et puis, elle sort de son sac un petit album photo. Sœur Hélène m'a donné ça la semaine dernière. Henri ouvre l'album et découvre des dizaines de photos de Clara enfant et adolescente au centre Saint-Jude, sa première communion, ses spectacles de fin d'année, ses anniversaires entourés des autres pensionnaires, toute une vie qu'il n'a pas vécue, mais qu'il peut maintenant découvrir. Elle les avait gardées tout ce temps. Sœur Hélène m'a dit qu'elle avait toujours eu l'intuition que ma famille me rechercherait un jour. Elle a tout conservé pour ce moment. Henri tourne les pages lentement, s'arrêtant sur chaque image. Clara a 10 ans, déguisée en ange pour la crèche de Noël. Clara a 15 ans, tenant fièrement son diplôme du brevet. Clara a 18 ans, le jour de sa sortie du centre. Un mélange d'excitation et d'angoisse sur le visage. Tu étais si belle, si rayonnante malgré tout. J'ai été heureuse là-bas. Tu sais, sœur Hélène et les autres religieuses m'ont donné beaucoup d'amour. Bien sûr, ça ne remplace pas une vraie famille. Mais tu as survécu. Tu es devenue cette femme merveilleuse que j'ai en face de moi. Il reste silencieux quelques instants, ému par cette découverte du passé. Henri, une voix féminine les interrompt. Il lève les yeux et découvre Michel Rousseau, l'ancien chef technique du groupe Aurore, accompagné d'une femme élégante d'une 50aine d'années. Michel. Henri se lève pour l'accueillir. Quelle surprise. Je vous présente ma femme. Catherine, chérie, voici Henri Lemoine et sa fille Clara. Clara serre la main de Catherine en souriant. Michel a été l'un des rares collègues à la soutenir après le fiasco de la transmission. Il a même témoigné en sa faveur lors de l'enquête interne. Michel me disait justement qu'il aimerait bien reprendre du service, dit Catherine avec un clin d'œil. La retraite anticipée, c'est bien beau, mais il s'ennuie. Henri et Clara échangent un regard complice. Justement, Michel, on était en train de discuter d'un projet qui pourrait t'intéresser. Une fondation pour les familles d'enfants disparus. Il nous faudrait quelqu'un pour gérer la partie technique. Site internet, base de données, équipement de communication. Le visage de Michel s'illumine. Vous êtes sérieux, très sérieux. Qu'est-ce que tu en dis ? Michel regarde sa femme qui hoche la tête en souriant. J'en dis que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donner du sens à mes compétences. Ils discutent pendant 1 heure des détails du projet. Michel apporte son expérience technique. Catherine ses connaissances en communication, et tous ensemble, ils affinent les contours de cette fondation qui prend forme. Il faudrait organiser un événement de lancement, propose Catherine. Quelque chose de fort symboliquement ? J'ai une idée, dit Clara. Et si on faisait ça au parc de la Tête d'Or, là où tout a commencé et où tout s'est terminé, on pourrait installer le premier point espoir près du lac, un endroit où les familles peuvent venir, se recueillir, mais aussi trouver de l'aide concrète. Henri la regarde avec admiration. Sa fille a cette capacité remarquable à transformer la douleur en force, les épreuves en projets constructifs. C'est parfait, ma chérie. 2 heures plus tard, Michel et Catherine repartent avec des copies du dossier de présentation et la promesse de se revoir la semaine suivante pour finaliser les détails. Henri et Clara restent seuls à leur table. Le café se vide progressivement. L'heure du déjeuner approche. « Papa ?» dit Clara soudain. « Il y a quelque chose que je voulais te demander depuis longtemps. Tout ce que tu veux, ma chérie. » Clara sort de son sac un petit écrin que Henri reconnaît immédiatement. C'est celui dans lequel il conservait la fita de Zoé pendant toutes ces années. « J'aimerais que tu refasses ce geste, celui de mes 8 ans. » Henri ouvre l'écrin et en sort délicatement la fita bleu turquoise originale, celle qu'il avait achetée pour sa fille et qu'elle n'avait jamais pu porter. Le tissu a gardé sa couleur éclatante.
sa douceur soyeuse. Clara se tourne et soulève ses cheveux. Henri, ému aux larmes, noue délicatement la fita dans sa chevelure châtaine, comme il l'avait fait tant de fois quand elle était enfant. « Voilà ma princesse », murmure-t-il en essuyant ses larmes. « Tu es plus belle que jamais. » Clara se retourne et se jette dans ses bras. « Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi de t'avoir fait souffrir si longtemps. Tu n'as rien à te faire pardonner, mon cœur. Rien du tout. Au contraire. » Il la serre contre lui. « Jamais je n'ai été aussi fière d'être ton père. » Ils restent enlacés au milieu du café, indifférents au regard des autres clients, père et fille, réunis après 17 ans de séparation, prêts à construire ensemble un avenir où leur douleur servira à aider d'autres familles. Dans 6 mois, la fondation Zoé Clara ouvrira ses portes. Dans 1 an, elle comptera déjà plusieurs centres en France. Dans 10 ans, elle sera devenue une référence européenne dans l'accompagnement des familles d'enfants disparus. Mais aujourd'hui, dans ce café parisien baigné de soleil printanier, seul compte cette évidence simple et bouleversante. Ils se sont retrouvés, et plus jamais ils ne se perdront. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma Zoé. Pour toujours. La fita bleue turquoise scintille dans les cheveux de Clara, comme un symbole d'espoir reconquis. L'histoire peut enfin commencer.